Bonjour à tous et bienvenue dans ce live, dans ce webinaire avec Roger Fiametti, qui est ostéopathe et qui va nous expliquer aujourd'hui comment comprendre ce que le corps exprime grâce à l'approche somato-émotionnelle qu'il a développée et élaborée. Bonjour Roger Fiametti. Bonjour. Est-ce que vous pourriez tout d'abord commencer par vous présenter? Je sais que vous êtes praticien et vous êtes également auteur de plusieurs livres, si jamais vous voulez nous en parler en ce début de conférence. Oui, donc je suis ostéopathe. Donc j'ai au départ fait la kinésithérapie, donc je suis à la base kinésithérapeute. Et puis j'ai appris l'ostéopathie. J'ai fait les études d'ostéopathie en Belgique, à la Belgian School of Osteopathy. Donc cette technique, évidemment, l'ostéopathie, c'est un approfondissement puisque quand j'étais kinésithérapeute, là, j'avais vraiment développé la kiné respiratoire, hein, où vraiment j'avais fait un mémoire même sur l'objectivation de la respiration diaphragmatique. C'est une base dans le corps, dans la vie. Le diaphragme, c'est lui qui est responsable de la circulation et de la respiration. Et les Chinois appellent ça le souffle, finalement. C'est ce qui permet d'avoir le souffle. Donc, l'ostéopathie, évidemment, comment? Le Ce Qi, qui tout s'appelle à le fait. Le Qi. Oui, Qi, voilà, le Qi, le Hara. Donc, c'est vraiment le nœud, le principal, le centre vital, finalement. Donc, de là, bon, l'ostéopathie, évidemment, a été un peu développée autour de ça. Et puis, avec le temps et avec le hasard des rencontres, qui pour moi n'existe pas, mais donc j'ai pu rencontrer et suivre un séminaire sur l'ostéopathie émotionnelle qui était dirigé par un assistant du docteur Upledger, John Upledger, un Américain, un ostéopathe américain, un pionnier, qui avait développé l'ostéopathie somato-émotionnelle. Alors là, ça m'a directement branché sur l'aspect émotionnel et les conséquences des émotions sur le corps, les liens qu'on pouvait faire entre un corps humain et les émotions qui pouvaient l'animer ou l'irriter, puisque les émotions sont, à mon sens, à la base de tout, de presque tout, j'ai envie de dire de tout. Mais ce séminaire m'avait vraiment, en tout cas, bien inspiré. Et de là, j'ai développé petit à petit ce que j'ai appelé l'approche somato-émotionnelle, qui est beaucoup plus complète, plus élaborée par rapport à la technique de Pledger, mais bon, c'est normal. Bon, lui, il a créé le départ, il a lancé un peu le sujet, et finalement, ben, j'ai pu finalement développer ceci de façon beaucoup plus complète, en tout cas avec beaucoup d'intérêt de la part des lecteurs et de la part des thérapeutes, des ostéos, qui finalement sont intéressés par la technique, puisque évidemment, le lien entre le corps et les émotions est vraiment indéniable et incontournable. Donc voilà, j'ai développé cette approche somato-émotionnelle. Et puis au fur et à mesure des conférences que je pouvais dispenser, ben, les participants m'ont incité ou invité à rédiger un livre, le premier, il y a une vingtaine d'années déjà, sur ce que je constatais. Donc c'était un peu empirique à l'époque, puisque c'était la relation entre le corps et les émotions. Je voyais ce qui se passait dans le corps. Il y avait des émotions qui en ressortaient, puis il y avait évidemment aussi d'autres techniques. Donc moi, comme je dis toujours, je n'ai pas inventé le café crème. J'ai trouvé du café, j'ai trouvé du lait. Je les ai rassemblés et on a eu un café au lait ou un café crème. Donc, ce qui était déjà là et qui existe depuis des milliers d'années, à savoir la médecine chinoise, qui a, elle, fait vraiment le lien entre les organes et les émotions, tout ça a permis justement de rédiger ce premier livre qui, à l'époque, était une constatation, des constats de ce que je voyais en cabinet, des liens que je faisais. Et l'avantage, et ce qui est assez vraiment rassurant, et en tout cas qui fait vraiment plaisir et qui me fait plaisir, c'est qu'au fur et à mesure des années, les neurosciences ont fini par valider tout ce que je disais il y a 20 ans. Ce qui nous a conduit maintenant à refaire une réédition de ce premier bouquin et du deuxième qu'on avait écrit sur le langage émotionnel du corps, en format poche, mais avec évidemment un ajout complètement intéressant que sont les neurosciences qui viennent valider tout ce qu'on disait il y a 20 ans. Donc, on a eu un premier sur le langage émotionnel du corps, un deuxième bouquin,
Et puis, j'ai écrit un bouquin sur la respiration, puisque ça me tenait à cœur, qui est la respiration totale pour tous, puisque c'est une respiration abdominale, mais surtout périnéale. Donc, on travaille sur toute la chaîne musculaire qui va jusqu'au périnée, mais même jusqu'aux pieds. On est sur sur tous les diaphragmes, plantaires, périnéal, pelvien, donc thoracique, au niveau de la gorge, au niveau du crâne, hein, puisque au niveau du crâne, on a un diaphragme qui sont les méninges. Donc tout ça forme un tout, et cette respiration totale, bon, ben, elle est venue encore complémenter et s'implémenter dans toutes les constatations qu'on peut faire par rapport à une prise en charge globale d'un patient. Donc là, l'aventure continue. Donc j'ai écrit après Bonjour mon corps, qui était un bouquin sur tous les conseils qu'on peut donner du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin aux patients. Donc c'était un peu pour guider, puis c'est les questions qu'on reçoit évidemment en cabinet, hein, c'est toutes les questions auxquelles on doit répondre. Et puis je me dis, plutôt que de répondre 1000 fois, je vais répondre une fois pour 1000 personnes ou pour 10 000 personnes dans un livre que les gens peuvent se procurer et avoir des réponses pratiques, comment se coucher, comment se relever de son lit le matin, comment attacher ses lacets, quelle gymnastique faire le matin, etc. Un peu de diététique, mais pas trop, parce que c'est pas trop la spécialité, mais on a toujours aussi l'occasion de donner un petit conseil. Et puis, j'ai écrit aussi un petit pamphlet sur les angoissés de Noël. Hein, pourquoi les gens sont-ils angoissés à l'approche des fêtes de Noël? Donc, les gens ne comprennent pas toujours pourquoi à l'approche des fêtes, ils sont pas bien, ils ont des gastrites, ils ont de la fièvre, ils ont des grippes, ils ont de la diarrhée, ils ont des problèmes physiques qui sont exacerbés, et que dans la période qui précède, au mois de novembre, au mois d'octobre, ils sont déjà dans un stress, parfois qu'ils ne comprennent pas. C'était ça l'intérêt aussi de ce bouquin, parce que celui qui connaît la cause de son aversion pour la fête, ben, il la connaît. Mais parfois, les gens sont mal dans leur corps et mal dans leur peau, mais sans même savoir pourquoi l'approche des fêtes les met dans cet état-là. Et ce bouquin peut montrer comment, pendant le repas de Noël, on est ramené à ces émotions de son enfance et à tout ce qu'on a vécu quand on est petit, autour d'une table avec ses parents. Bon, on le revit à 40 ans, autour de la même table, avec les mêmes parents et les mêmes frères et sœurs, mais qui ont grandi, mais où les traumas sont toujours enfouis, un peu refoulés. Et à l'occasion d'un repas de fête comme ça, où tout le monde est réuni, eh bien parfois ça émerge, ou ça n'émerge pas, mais donc on les refoule encore plus. Et comme je dis dans le bouquin, quand on mange beaucoup, on ne parle pas. Donc, ça permet de ne pas dire trop ce qu'on a sur le cœur, et c'est peut-être pour ça qu'à Noël, on mange tard à table, quoi, hein, finalement. Pourquoi on a un si grand repas qui finit par empêcher les gens de parler, quoi. Bon, sauf qu'en fin de repas, quand on a un peu bu, on parle peut-être un peu trop. Donc, voilà. Et le dernier bouquin en ligne, finalement, c'est un bouquin où j'étais vraiment assez intéressé par les séparations, puisqu'on est dans les séparations déjà in utero, hein, on peut déjà vivre des séparations, du non-investissement de la maman parfois, ou du nid de grossesse, ou de tas d'émotions qu'on peut vivre in utero. On y reviendra, j'imagine, par la suite. Et de toutes les séparations, déjà l'accouchement, qui est la séparation de l'enfant, du fœtus avec la maman, et puis les séparations qu'on peut vivre dans la petite enfance, déjà les enfants qui sont mis en couveuse, etc. Donc ça retrace un peu toutes les séparations, et c'est le sentiment d'abandon et les angoisses de séparation qu'on peut vivre tout au long de sa vie, de la naissance, y compris la vie intra-utérine, jusqu'à la mort. Voilà, c'est un petit brossage, un petit profilage un peu de tout ce qu'on peut vivre comme séparation, et évidemment avec tout le regard, avec l'angle de vue de la composante émotionnelle qui va évidemment colorer chaque événement, comme la mise en maison de retraite, ou un décès, ou l'entrée à l'école pour les enfants qui se séparent de leur maison, qui sont un peu... Voilà, c'est assez multiple. Et c'est très éclectique, c'est très complet, et ça permet aussi d'aider les gens à comprendre ce qu'il faut mettre en place avant et après une séparation, toute séparation comprise. Voilà, petit D'accord. Mais résumé. merci pour ces explications. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre la pratique ostéopathique classique et la pratique ostéopathique que vous préconisez, donc que vous avez développée, la pratique somato-émotionnelle? Quelles sont les grandes différences et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette pratique-là? Alors, en
En kinésithérapie, pour commencer, on travaille par le mouvement, on rééduque le patient par le mouvement. On évite, enfin moi en tout cas, d'abord je vous dirais même que si j'ai fait la kinésithérapie, c'était pour pouvoir faire l'ostéopathie après. C'était plus un moyen qu'un but. Et en ostéopathie, donc j'étais déjà heureux de pouvoir aller beaucoup plus loin, hein. En kiné, on a un patient qui se présente avec une entorse, on fait 5, 10 séances, 15 séances, donc on fait une rééducation, et on a des résultats au bout d'un certain temps. En ostéopathie, quand un patient se présente avec une entorse, en 2 séances, c'est réglé. Après, il peut faire un peu de kiné pour faire un peu de la proprioception, de la redynamisation, c'est certain. Mais pour avoir un résultat rapide et concret, l'ostéopathie a été vraiment un outil, vraiment très intéressant. Donc on travaille pas sur la conséquence du problème, donc l'entorse, ça donne, douleur ligamentaire, et cetera, gonflement, donc on fait des massages et cetera. En ostéopathie, on va traiter sur le mouvement. On va pas travailler par le mouvement, on va retrouver le mouvement par des normalisations, des mobilisations, on appelle ça aussi des manipulations. Et en retravaillant, en récupérant le mouvement, on récupère finalement, on travaille sur la cause du problème. Donc l'entorse d'une cheville, par exemple, c'est le scaphoïde et le cuboïde qui se mettent en rotation lors de l'entorse et au moment où le pied revient sur lui-même, ces 2 os restent bloqués. C'est pour ça que parfois une entorse est assez difficile à réduire et on a parfois des difficultés lors des rééducations parce qu'effectivement, on n'a pas travaillé sur cette petite subluxation à l'intérieur qui ne s'est pas réduite toute seule. Donc ça, on travaille sur la cause et c'est génial. Et puis on se dit: «Mais pourquoi est-ce que cette personne refait toujours des entorses? Pourquoi cette personne, qui a un lumbago refait toujours le lumbago? Pourquoi est-ce qu'elle va chez l'ostéo 1 fois, 2 fois, 3 fois et que ça ne disparaît pas? Pourquoi est-ce que ça revient?» Alors il y a le contexte mécanique qui est évidemment la fibrose musculaire, les petites atteintes ligamentaires et cetera qui font qu'il y a des récidives, mais il y a aussi ce que moi j'appelle la cause de la cause. Donc la cause du problème, c'est évidemment l'entorse vertébrale qu'on va régler. Mais pourquoi est-ce que la fragilité s'est installée? Alors là, moi je pense, et c'est ce que j'ai développé, c'est que quelque part, il y a des traumas qui s'inscrivent dans le corps et qui ont une action délétère sur ce qu'on appelle les fascias. Les fascias sont des tissus qui sont dans tout le corps, de la tête aux pieds, dans les 3 dimensions et qui relient tout à tout, les os aux organes, les os aux tendons, aux muscles, les organes entre eux, les organes, par rapport, aux os, donc tout est attaché et tout est relié, entre eux. Donc ces fascias sont des tissus extraordinaires. Vous savez, quand j'ai écrit le premier bouquin il y a 20 ans, on disait que les fascias, on les comparait déjà à des feuilles de papier qui glissaient les unes sur les autres et c'était déjà une avancée formidable. Maintenant, on a le professeur Jean-Claude Gabertou qui nous a livré des images extraordinaires avec une caméra microscopique introduite dans le corps et qui montre justement ces fameuses structures faciales et qui sont, finalement, partout, qui relient tout à tout et maintenant, il est convenu scientifiquement que les fascias sont considérés comme des organes puisque dans les fascias, il y a des amyloglycanes, hein, il y a des protéines, il y a du liquide, il y a des vaisseaux, il y a des artères, il y a des veines, il y a des fuseaux neuromusculaires, il y a un système nerveux, il y a un système vasculaire, un système sensitif dans ces tissus. Donc, c'est considéré comme un organe. Et maintenant, les recherches en neurosciences nous disent que dans ces fascias, donc ces fascias sont capables de capter et d'enregistrer les mémoires des traumas. Donc, ces fascias sont là pour justement, d'abord, garder une certaine tenségrité dans le corps, une certaine élasticité, une certaine, souplesse, mais c'est aussi un organe support, mais c'est aussi un organe de transmission de toutes les sensations. Et les sensations, ce sont les émotions. Quand l'émotion passe par le cortex, ça devient un sentiment, une idée, un concept. Mais au départ, tout part des sensations, des émotions. Et les émotions, c'est le corps. Hein, Bruce Lipton nous dit que 99 de notre vie est gérée par notre subconscient, ou que notre subconscient gère notre vie à 99 et que le conscient à 1. Et ce subconscient, où est-il? Eh bien, il est dans le corps. Et comment est-ce qu'on peut atteindre le subconscient? Par le corps. Donc il y a des techniques, hein, il y a le MDR, il y a l'hypnose aussi,
Mais l'approche somato-émotionnelle est justement une façon d'atteindre ce subconscient et on peut aller à l'approche du patient, on peut lui permettre de se connaître puisque le corps nous révèle un peu tout sur notre main à travers ce qu'on va aller détecter en fonction des vertèbres, des organes, des tissus, des os. Donc, finalement, on peut décoder les traumas qui se sont inscrits dans le corps et par le corps, on peut simplifier et libérer le corps de ces fameux traumas, de ces fameuses mémoires émotionnelles qui sont des refoulements ou des chocs émotionnels qui n'ont pas été exprimés. Et comme on sait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et ça reste en mémoire dans le corps. C'est pour ça que le corps garde tout, le corps sait tout, il ne se trompe pas et il n'oublie rien. Et plus on avance dans le corps, François Sagor disait: «Je redoute ce que le passé peut me procurer». Ah, souvent, on dit toujours: «C'est l'avenir qui va me procurer des surprises». Mais non, ici et elle le dit bien et elle a raison parce qu'en fait, on est toujours rattrapé par son passé. Et plus on avance dans la vie et plus on est confronté à nos chocs émotionnels du passé qui finissent par revenir dans notre présent, en fonction de ce qu'on vit, des événements qui sont mis en place. Alors certains diront par l'univers, hein, ah oui, l'univers m'a mis en face de telle situation. D'autres disent que c'est plutôt notre subconscient qui inconsciemment nous pousse à nous confronter à nos traumas, de sorte que nous puissions, un, nous en prendre conscience et deux, surtout s'en libérer. Alors l'approche somato-émotionnelle, c'est justement une technique qui va traiter la cause de la cause, qui va aller au plus profond des tissus, en laissant les fascias se dérouler. Donc on ne va pas induire quelque chose, on va attendre. Il y a une technique donc bien spécifique qui permet de laisser les fascias se dérouler d'eux-mêmes et se libérer du trauma qui s'est installé et qui s'est imprimé dans le corps. Donc là, on va traiter à travers le nœud émotionnel qui s'est inscrit dans le tissu, on va traiter finalement toutes les dysfonctions qui en découlent. Et là, on est sur toutes les maladies, finalement psychosomatiques, hein, ce qu'on appelle ces fameuses maladies psychosomatiques. Mais donc, vous diriez que votre approche a une part de psychologie? Vous avez une part de pratique et une part de psychologie, du coup, les deux? Alors, quelque part, on a été formé en kiné, en psychopathologie et en pédagogie, donc il y a quand même un minimum, hein, donc mais moi je dirais que la psychologie, c'est pas d'être psychologue et de remplacer le psychologue, loin de là. C'est clair que quand on parle de colère ou de culpabilité, on doit pouvoir écouter. Donc la psychologie dont on fait preuve, c'est surtout dans l'écoute. Mais moi, l'écoute, je la fais surtout avec mes mains, pas avec, mes oreilles. Évidemment, mes oreilles aussi, hein, c'est sûr et certain. Et mais on ne se promulgue pas psychologue, on ne les remplace pas. En fait, on travaille par le corps. Donc le psy, il va travailler sur le cortex, sur tout ce qui est cognitif, sur tout ce qui a été mis en place à partir de ce qui a été ressenti. Heu et en somato-émotionnel, on va travailler par le corps. On va travailler sur le ressenti et sur ce que ça provoque au niveau cognitif. Donc en déparasitant ou en inhibant finalement tout ce qui est inscrit et enregistré dans le corps, on va pouvoir, laisser le patient se libérer et quelque part annihiler toutes les réactions et même tous les schémas constructifs, enfin ou d'évitement qui peut mettre en place par rapport à ces émotions qui n'ont pas été bien acceptées et bien enfin, hem, émises quoi, donc n'ont pas été, finalement éprouvées. Donc, oui, il faut un peu de psychologie, mais on n'a pas un travail, de psychologue clinicien. On n'est pas dans cette, démarche et d'ailleurs, quand on a des patients parfois qui se découvrent des traumas qui émergent pendant une séance, c'est clair qu'on dirige alors vers un psychologue, hein, ce qui est beaucoup plus approprié. Est-ce que vous diriez que derrière chaque maladie grave, il y a une part de psychologie ou il y a une part de traumatisme ou c'est seulement dans certains cas? Je pense qu'il y a toujours une part de traumatisme émotionnel dans beaucoup de maladies, de toute façon, il faut se dire qu'une maladie va s'installer à partir, d'une diminution, du système immunitaire, hein, des défenses immunitaires. Donc on sait que quand un stress est aigu, hein, donc un stress, aigu, ça va provoquer une production d'adrénaline
par exemple, ou de noradrénaline, ça va provoquer une réaction de fuite ou de combat, hein. À partir du moment où le stress devient chronique, là, on va avoir, plutôt une réaction avec les glandes surrénales, avec une production de cortisol, et le cortisol sert à calmer le stress, mais au fur et à mesure de la libération de ce cortisol, on va avoir une diminution des défenses immunitaires, du système immunitaire. Et là, évidemment, quand le système immunitaire devient de moins en moins fort ou de plus en plus faible, ben effectivement, ça va être la porte ouverte à toutes les maladies, hein, puisqu'il y aura un affaiblissement du corps par rapport à quelque maladie que ce soit. Donc c'est une porte ouverte et c'est effectivement une incitation à un déséquilibre, et c'est là, à ce moment-là, que peuvent justement s'installer les maladies psychosomatiques. Donc nous, on est plutôt ici dans le somato-émotionnel, c'est le versant corporel de ce qui est psychosomatique. Mais nombre de maladies psychosomatiques, ont évidemment, leur naissance, leurs racines dans des troubles émotionnels non exprimés, c'est un fait, mais je pense que même, dans voilà, par exemple, on va parler de l'asthme. L'asthme, c'est la conjonction de tout ce qui ne peut pas être exprimé et de l'étouffement. Donc j'ai déjà eu des cas, moi, où le patient avait vécu un étouffement, notamment l'étouffement par rapport à la mère, par exemple, hein, une maman trop couveuse, une maman trop protectrice, cet enfant, avait été un peu vraiment trop protégé. Donc je l'ai reçu en cabinet, une fois, et après la séance, donc il avait eu des problèmes intestinaux, et suite à la séance, la première chose qu'il a faite en rentrant chez lui, donc je ne vous raconte pas tout le déroulé de la séance, hein, je résume très, très fort et très vite. Donc cet enfant a pu, finalement, quand il est rentré chez lui, la première chose qu'il a faite, c'était finalement de se rendre aux toilettes, et il a eu la diarrhée de sa vie, quoi, une diarrhée, monumentale. Et quand il est revenu la fois passée, alors que cet enfant qui avait 15 ans était traité avec de la cortisone depuis l'âge de 7 ans, régulièrement, donc tous les jours, quotidiennement, avec des puffs ou avec, parfois une médication un peu plus, conséquente quand il y avait évidemment des crises, bah, cet enfant a pu se passer, avec l'avis de son pneumologue, de cortisone et n'a plus fait de crise. Donc là, on avait réussi à retrouver à travers le corps, et ça, c'est par rapport à la deuxième dorsale qui a la vertèbre de l'étouffement, et au niveau de la troisième, quatrième, de la lombaire, deuxième lombaire, pardon. Donc là, il était dans l'opposition. L'opposition à quoi? Eh bien, il faut savoir qu'il y a 2 ans et demi, sa maman devait le mettre à l'école maternelle. On dit maternelle aussi en Suisse, hein, pour les petits enfants à 2 ans et demi. Oui, oui, oui. De, En Suisse, en France, école maternelle, oui. C'est ça. voilà. Et donc, elle le drillait pour qu'il puisse aller à la selle, de façon régulière pour pouvoir être admis à l'école maternelle. Donc, elle l'a tellement drillé qu'il s'est mis dans l'opposition, hein, et cette opposition plus l'étouffement, eh bien, ça donne l'asthme, puisque l'asthme, c'est, une dyspnée expiratoire. C'est l'enfant qui ne peut pas expirer. Donc, s'il ne sait pas expirer, il ne sait plus aspirer, donc il entre en crise d'asthme. Voilà, et c'est comme ça qu'on a pu, à travers l'étouffement et l'opposition, en libérant son corps, bah, le libérer, lui, il s'est libéré au niveau des intestins le jour où il est rentré, le soir où il est rentré. Donc on était bien sur les intestins et sur le fameux stade anal à 2 ans et demi, le moment où sa maman a bien retrouvé pendant la séance, évidemment, cet événement de cette vie, de l'enfance, où elle avait effectivement été un peu trop étouffante. Donc voilà, on peut retrouver, on peut régler certaines pathologies en retraçant, mais c'est jamais moi qui vais dire: «C'est de l'étouffement, c'est de l'opposition». C'est par le corps. Ah, voilà, ce cas-là nous dicte un peu la voie à suivre à travers ce qu'on va détecter sur le corps. C'est le corps qui parle, c'est jamais le thérapeute ou le patient. Quand le patient ne parle plus, et souvent les psychologues nous envoient justement des patients parce qu'ils ne veulent plus parler, ou des adolescents parce qu'ils ne veulent pas parler, et quand le patient ne parle pas ou ne parle plus, c'est son corps qui parle. Alors on les reçoit, et parfois on retrouve des pistes et on renvoie chez le psy qui continue alors avec, d'autres éléments pour avancer.
D'accord, merci beaucoup. Alors, on a eu un petit souci technique côté enregistrement, ce qui fait que les gens ont loupé le début. Est-ce que ce serait possible, juste en une phrase ou deux, de vous représenter? Je suis vraiment désolée pour cette histoire de problème technique, et de rappeler pareil en une phrase quelle approche somato-émotionnelle. Mais je pense que là, enfin, votre exemple, il Vous, était assez parlant parce qu'on a compris. Mais juste voilà, en une phrase, je suis vraiment désolée pour cette histoire. vous me demandez un exploit de résumer en une phrase. Oui, non, non, c'est difficile, mais pareil, on mettra les titres de vos livres, on les mettra à la fin sur la conversation, ça, il n'y a pas de problème. Mais Ouais. voilà, je suis Ça vraiment ne donne désolée. pas. Alors, me présenter, je suis Roger Fiametti, ostéopathe. Donc, au départ, j'étais formé, je suis kiné. Et donc, j'ai finalement fait l'ostéo pour pouvoir, et ensuite développer l'ostéopathie somato-émotionnelle, qui est une approche plus qui permet de créer, enfin, d'établir les liens entre le corps et les émotions. Donc, cette approche permet de traiter la cause de la cause plutôt que la cause d'un problème. On a une entorse, donc on a un problème, heu, douleur, gonflement, et cetera. On va pouvoir travailler sur les conséquences, c'est-à-dire, on va faire des massages, on va rééduquer le pied en kiné. En ostéopathie, on va agir sur la cause. La cause, ça veut être, finalement le cuboïde et le scaphoïde au niveau du pied qui se sont mis en subluxation. On va traiter la cause du problème. En approche somato-émotionnelle, on va traiter la cause de la cause. Alors pourquoi est-ce qu'une entorse récidive, même si on a corrigé le scaphoïde et le cuboïde, qui étaient la cause du problème, maintenant il se peut que le patient fasse des entorses à répétition, sans qu'il y ait de faiblesse vraiment grave autour. Parce que s'il y a vraiment une faiblesse au niveau de la musculature ou des ligaments ou des capsules articulaires, c'est clair que là on est sur du mécanique. Mais quand il n'y a pas d'autre cause vraiment visible et logique, alors s'il y a vraiment une récidive, donc quand il y a récidive, on peut se dire qu'il y a quelque chose derrière qui provoque cette récidive. Donc ce seraient les fascias, ce sont les fascias qui sont les tissus de soutien qui vont euh, créer des tensions anormales ou des faiblesses autour de certains niveaux du corps qui vont nous permettre justement, en identifiant ces endroits, de nous mettre en relation avec l'émotion qui a été refoulée, une émotion qui n'a pas été exprimée et qui va mettre une tension dans les fascias et qui va de façon bien spécifique, à des endroits bien spécifiques aussi, que ce soit sur le foie, que ce soit pour les intestins, que ce soit sur un pied ou une rotule ou une troisième cervicale ou une cinquième dorsale. Chaque zone du corps aura une signification bien spécifique. Donc, en traitant la cause de la cause et en allant décoder le corps du patient, on va pouvoir l'aider à mieux se connaître et on va surtout aider son corps à se libérer des tensions qui ont été imprimées et qui vont conditionner tout son comportement de façon inconsciente. C'est son subconscient qui va gérer à 99% les événements et sa façon de se comporter, son comportement. Donc, si on traite par le corps, le subconscient, c'est une façon d'y accéder, comme on peut y accéder par l'hypnose ou par le MDR, par exemple. Mais l'approche somato-émotionnelle, c'est une façon d'accéder au corps et au message du corps, et surtout, non seulement d'y accéder, mais de permettre au corps de s'en libérer et de pouvoir justement aider le patient à se libérer émotionnellement et physiquement. Et si évidemment il y a des pathologies qui découlent de ces troubles somato-émotionnels, ben, on va pouvoir aussi l'aider à régler ces problèmes-là. Alors, dans votre approche, vous donnez l'importance au premier moment de la vie, à la grossesse, à l'accouchement, à la toute petite enfance. Pour quelles raisons est-ce que ces événements sont fondamentaux et peuvent avoir un impact important jusqu'à la fin de la vie de la personne? Ah mais c'est important puisque, vous savez, je vous pose une question, quand êtes-vous né? Quelle est votre date de naissance? 8 avril 1994. Voilà, l'année n'était pas indispensable, mais le 8 avril, donc là, vous venez de me répondre et vous avez fait fi, vous avez oublié les 9 mois de colocation avec votre maman. Et en fait, partout dans le monde, sauf dans certains pays, je crois que la Grèce, ne fonctionne pas comme ça et qu'eux tiennent compte des 9 mois de grossesse. Donc on prend la date de naissance et la date d'expulsion et en fait, on oublie ces 9 mois où la maman porte son bébé, comme parfois même c'est le bébé qui porte sa maman, hein, on a des cas où la maman, n'est pas bien
et c'est finalement par son bébé qu'elle permet de se soutenir et d'aller au terme de cette grossesse et de finalement, jouer son rôle, hein, et finalement, c'est l'enfant qui a aidé la mère à avancer dans la vie, donc c'est l'enfant qui a porté la mère dans ce cas-là. Donc il faut savoir que les neurosciences nous prouvent que déjà in utero, les émotions ressenties par la mère, les idées que la mère peut avoir, donc là on n'est même plus dans le ressenti de la mère, on est dans ses idées, dans le sentiment qu'elle va avoir par rapport à des émotions qu'elle a qui vont passer par son cortex. Imaginons une maman qui a fait une fausse couche à la grossesse précédente au 4e mois. L'émotion, c'est la peur de perdre son bébé, encore une fois, et l'idée, c'est attention, il va mourir, et elle va tout le temps penser à vivement le 5e mois, comme ça, il n'est plus en danger. Eh bien, le fœtus qui est in utero va ressentir les émotions de la mère. Et ça, c'est chimique. Il y a le ressenti. Il y avait une publicité où on voyait une femme enceinte, une parturiente, qui buvait, je ne saurais plus dire, ou qui mangeait un yaourt. Je pense que c'était du Danone. Et que quand elle ingérait, on voyait le fœtus à l'intérieur qui était content et qui dansait parce qu'il était content d'avoir finalement le Danone qui, évidemment, lui arrivait aussi par la voie placentaire. Et en fait, ça, c'était une belle publicité parce qu'elle est très, très explicite et elle montre bien ce qui se passe, puisque quand la femme enceinte vit une émotion, le fœtus ressent l'émotion. Alors comment? Ben, on va dire, il ressent par le corps, mais il ressent surtout par le placenta, puisque quand la femme enceinte vit une émotion, elle produit des hormones, elle produit des neurotransmetteurs, de l'adrénaline, de la noradrénaline ou alors de la, allez, je ne trouve plus sur le terme, sur, j'ai un trou là. Pardon, voilà, excusez-moi. Je le dis 50 fois et puis quand on le cherche, il est sorti de la mémoire. Donc elle produit dans le stress, qui est chronique, donc c'est le cortisol, et ce cortisol va passer par la barrière, par le placenta et va passer dans le sang du bébé. Donc le bébé va être finalement informé du stress de la maman par voie chimique, tout simplement. Et là, je pense que c'est important. Donc, quand je fais des conférences, j'en parle. Et la réaction des mamans, des dames qui ont peut-être déjà accouché depuis 10 ans, 20 ans, me disent: «Mais monsieur, ce que vous dites, c'est quand même culpabilisant parce que nous, si on avait su ça, on aurait fait attention, on aurait pris plus de précautions». Mais vous savez, la femme enceinte n'est plus vraiment protégée et respectée comme avant, hein. Une femme enceinte qui annonce à son patron qu'elle va devoir peut-être, prendre congé dans quelques mois parce qu'elle est enceinte, n'est plus, traitée avec, vraiment beaucoup d'empathie. Beaucoup de femmes enceintes n'osent même pas dire à leur patron, leur état parce qu'elles savent que ça va être mal accepté. Donc il y a vraiment dans toute la grossesse, il y a des tas de paramètres qui peuvent mettre, la future maman sous tension psychologique. Tout ça, ça passe in utero. Alors il faut savoir par exemple qu'à la 6e semaine in utero, il y a ce qu'on appelle le réflexe de peur paralysante. Donc c'est un réflexe archaïque qui existe. Donc c'est l'embryon qui peut se rétracter si la maman vit un stress, hein, et qui ne se résorbe ou qui ne se résorbe pas. Alors si ça ne se redilate pas après, eh bien, on sait que l'embryon va enregistrer, ce réflexe de peur paralysante qui va se manifester par la suite, par des peurs de regarder les gens, peur du regard, toujours, état d'hypervigilance, toujours, hypersensibilité. C'est des gens qui vont se sentir toujours en danger. Alors, quand c'est le bébé qui naît, évidemment, c'est un bébé qui va pleurer tout le temps, c'est un bébé qui n'osera pas s'endormir, qui sera toujours sur ses gardes, toujours en hypervigilance, mais il va grandir avec ce réflexe de peur paralysante. Et quand il sera adulte, ce sera un hypersensible, un hypervigilant. Ça peut être aussi un HP, ce qu'on appelle un haut potentiel, puisqu'en étant dans l'hypervigilance, il va développer ce qu'on appelle un radar. Il va être un radar vivant qui va tout capter. Donc, ça va être aussi une source de haut potentiel, puisqu'en étant hyper captant de tout ce qu'il y a autour de lui,
ben, il va aller plus vite vers l'information, il va mieux sentir ce qu'il y a autour de lui. Donc ce sera un hypersensible, mais qui va être tellement sensible qu'il n'y aura pas de filtre et finalement ça va lui nuire. Donc déjà à la 6e semaine in utero, il y a des réactions, neurologiques qui vont, influer sur le comportement de l'enfant et de l'adulte qu'il va devenir, heu, de par ce que la maman aura pu vivre à cette 6e semaine. Alors la 6e semaine, ça correspond à quoi? Ça correspond au moment plus ou moins où la maman se rend compte qu'elle est enceinte. Alors, est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est heureuse, mais que quand elle l'annonce à son mari, il n'est pas d'accord? Est-ce qu'ils sont heureux tous les 2, mais que ce sont les beaux-parents qui ne sont pas d'accord? Est-ce qu'elle est enceinte, mais elle a peut-être 16 ans et son copain a 16 et demi, donc c'est peut-être pas non plus le moment. Donc, il faut voir comment ce moment est vécu par la femme enceinte. Donc c'est déjà important, très tôt déjà, la femme enceinte peut conditionner le capital émotionnel de son enfant. Donc le mari, le père va apporter le capital génétique, la mère apporte le capital génétique, mais la mère va apporter surtout le capital émotionnel. Et ça, je pense que au-delà de la culpabilité que ça peut générer chez les personnes qui entendent, le but c'est pas de culpabiliser, mais c'est d'informer et de se dire: «C'est à ce moment-là qu'il faut déjà prendre conscience que le bébé existe». Vous voyez? J'ai encore eu un papa qui m'a dit, il y a pas longtemps, sa femme est enceinte de 6 mois et m'a dit: «Ah, il sera bientôt vivant, il sera bientôt là, il sera bientôt vivant». Et je dis: «Il est vivant». Il a 6 mois. Il y a 6 mois qu'il est vivant. Prenez conscience que ça, il existe et que tout ce que vous dites, il l'entend. Alors il faut savoir que le bébé entend la voix de la maman, mais il entend plus fort la voix du papa. D'où l'intérêt aussi que le papa, qui est près de sa maman, près de sa femme, pardon, qui est près de l'enfant, près de son épouse, il faut connaître et il faut prendre conscience de l'impact qu'il peut avoir aussi sur le bébé. Bon, vous avez parfois des papas qui disent des choses désagréables, mais ça, c'est enregistré et tout ça, c'est ressenti. Et si la maman, ressent de la colère ou du désappointement ou de la culpabilité par rapport à ce que peut dire son époux, tout ça, ça repasse in utero, chez l'embryon ou chez le fœtus. Et ça, c'est important de savoir que ces 9 mois sont déjà quand même, prédominants et primordiaux sur le capital émotionnel et sur la carte émotionnelle de l'enfant, du bébé. Ça va? Je ne vous entends plus. Oui, est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Désolée, je pense que j'ai aussi des problèmes techniques de mon côté. Concernant l'accouchement, pourquoi est-ce que c'est un moment qui est super important et quels sont les impacts qu'il peut avoir sur la vie de la personne ultérieurement? Selon la position, selon si jamais il a manqué d'air, etc. Bon, il y a évidemment plusieurs phases à l'accouchement, hein. Bon, il y a la phase, qu'on appelle la phase de sensation de sans issue, donc c'est quand la maman, la parturiente, hein, la femme enceinte,
est prête à expulser le bébé. Donc l'utérus se contracte, mais le col n'est pas encore dilaté. Donc il y a le besoin de sortir, mais avec la difficulté de sortir vu que le col n'est pas entièrement dilaté. Donc c'est déjà, on va dire c'est anatomique, c'est physique, le bébé ne sort pas. Donc c'est la peur de ne pas s'en sortir. Ou alors il est mal mis, ou il est mis à l'envers, ou alors il ne passe pas, la tête est trop volumineuse. Donc ça, c'est l'impossibilité de sortir qui crée, et ça c'est Stanislas Grof, un neuropsychiatre américain, qui nous parle des matrices prénatales et qui parle bien de cette phase d'expulsion compliquée avec cette sensation de ne pas s'en sortir. Eh bien ça va se marquer chez l'enfant, ça va se marquer sur un niveau vertébral bien spécifique et ça va donner des troubles de concentration, des troubles de mémoire, de mémorisation, de la procrastination, de la dispersion, de la distraction. Alors on va dire aussi dyscalculie, dysorthographie, dyslexie. Et tout ça, ça passe par un niveau bien spécifique au niveau de la première dorsale, qui est un niveau vertébral qui est finalement équipé de part et d'autre sur les côtés de cette vertèbre de ganglions nerveux qu'on appelle les ganglions stellaires, qui sont des centres nerveux qui vont commander l'artère carotide. Donc ça montre bien comment une dysfonction à ce niveau-là peut influencer sur la concentration et la mémoire et la spatialisation, la disposition dans l'espace et voir comment l'enfant peut être finalement troublé pendant la période évidemment d'apprentissage et ça donne ce qu'on appelle les fameux TDAH, mais qu'on peut finalement résoudre par d'abord la correction au niveau de cette structure, de cette première dorsale, mais surtout en agissant sur la peur de ne pas s'en sortir, qui est une peur qui s'est finalement imprimée dans le corps, dans les tissus. Et en faisant cette libération, on va pouvoir aider l'enfant à se libérer de cette sensation de sans-issue qu'il reprogramme en général. Et moi, quand je dis des enfants, moi j'ai des adultes, j'ai des jeunes qui sont à la faculté et qui, chaque année, aux examens de passage, les examens de juin, on les appelle bien les examens de passage dans tous les pays. Et le premier examen de passage, c'est le passage de l'utérus vers le monde, vers la vie, vers l'air, de l'eau vers l'air. Et ce passage-là, il est prédominant aussi pour tous les examens de passage. Alors, Olivier, qui est un neurobiologiste, nous dit que à la naissance, l'enfant va sécréter une certaine dose d'adrénaline. Cette dose d'adrénaline, c'est un peu le paramètre de sa vie. Il va, dans sa vie, toujours rechercher la libération de cette dose d'adrénaline, de cette quantité qu'il a libérée à la naissance. Ça peut comme à mesure étalon. Et il n'aura de cesse que de reproduire ou de reproduire ou resécréter cette adrénaline au même taux que la naissance pour trouver son équilibre. Ça veut dire que s'il y a une naissance violente, eh bien, il va sécréter beaucoup d'adrénaline et il va effectivement rechercher au cours de sa vie toujours des événements où il va se mettre dans des situations où il va produire un taux d'adrénaline identique à celui de la naissance, le taux basal, comme il l'appelle. Donc, ça donne un comportement parfois orienté vers des sports à haut risque, des sports violents, et à l'inverse, en revanche, un enfant qui aura vécu une naissance douce, méthode Le Boyer, dans l'eau, dans une baignoire avec une eau à température, avec l'enfant qui sort calmement, sans stress, avec une maman qui est bien déstressée, qui est bien sereine, eh bien, on aura plutôt envie de penser à ce moment-là que cet enfant sera plus amené à se diriger vers une vie paisible, vers de la musique classique, vers du Mozart, vers du Bach. Voilà. Mais ça, c'est un cliché que je vous donne. Mais par contre, le taux basal d'adrénaline de la naissance, qui est sans cesse recherché par l'individu, ça, c'est pas un cliché. Ce sont des bases neurophysiologiques et c'est la neuroscience qui nous les explique et qui nous les démontre. Donc, la naissance a un impact sur effectivement le comportement de l'individu dans sa vie. Et moi, ce que je remarque, c'est que chaque fois que j'ai un individu, un enfant, un étudiant, que ce soit dans les années primaires, les premières années, 6, 7, 8, 9 ans, avec des problèmes d'apprentissage, que ce soit souvent, c'est vers la troisième, quatrième année secondaire, quand il a 14, 15, 16 ans, dans l'adolescence, où là aussi c'est un passage dans la vie,
hein. J'en parle d'ailleurs dans le bouquin sur les séparations, parce que c'est aussi une séparation de son enfance, il va vers l'adolescence, il est dans le passage, et là, ils ont souvent des troubles de passage. Ça veut dire que de la troisième à la quatrième année, et ils la doublent ou ils la triplent, parce qu'ils sont vraiment dans ces problèmes de vraiment d'ancrage et de vraiment de présence. Donc les enfants qui ont ça, ou les adultes, ils sont dispersés. Moi, j'ai encore un adulte tout à l'heure qui m'a dit, bon, j'ai vu la première dorsale qui était mal mise, on a senti des tensions, et quand je lui dis: «Ben, vous êtes dispersé, vous êtes fatigué le matin, vous ne savez pas vous concentrer, vous avez des pertes de mémoire, vous faites de la procrastination en permanence». Il m'a dit: «Comment vous savez ça? Vous êtes voyant?» «Non, je suis pas voyant, je suis pas extralucide, je suis juste avec mes doigts, je peux sentir et voir ce que votre corps a gardé en mémoire et ce que ça provoque comme phénomène physique, tout simplement. Ce sont des réactions physiques, physiologiques, et en libérant le patient de cette tension et aussi de ce qui est en profondeur dans les fascias, de la mémoire d'un mauvais passage, d'un passage compliqué déjà à la naissance, eh bien, on peut justement le libérer dans son présent de toute la difficulté dans tous ces passages, que ce soit des passages à l'acte, que ce soit se mettre en route pour ouvrir ou pour créer une société, ou pour se mettre en route dans quelques dossiers que ce soit, quoi. Donc c'est vraiment des gens qui ont des difficultés pour le passage. C'est des gens qui ont des difficultés du passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, de la nouvelle année, du 31 décembre au 1er janvier. Ce sont des passages. C'est tous les rituels et toutes les symboliques de passage qui sont parfois comme ça un peu écorchés, et les individus ne vont pas être vraiment impactés à chaque passage. Mais le passage scolaire, en juin, ça par contre, c'est une période où vraiment on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui dans cette période de l'année sont plus impactées aussi que d'autres. Pour mieux comprendre votre approche, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre une émotion et sa manifestation corporelle? Et aussi le lien, en fait, le circuit de transmission entre les deux. Concrètement, comment ça se passe? Alors, on a plusieurs réseaux, hein, on a plusieurs circuits. Alors, quand on vit une émotion, alors il faut parler du système limbique, hein, qui est composé de l'amygdale, du cortex préfrontal, de l'hippocampe, il y a l'aire cingulaire, et cetera. Donc, je vous passe les détails neurologiques. On va aller de façon simplement, on va comprendre que quand on vit une peur, quand on vit une émotion, ça va stimuler l'amygdale. L'amygdale, c'est pas les amygdales qui sont dans la gorge, c'est l'amygdale qui est dans le cerveau, qui est une glande qui réagit avec la peur. C'est lié d'ailleurs à la survie. C'est comme ça qu'on est quelque part toujours en train de se prémunir, et on est toujours dans ce réflexe de survie. Il faut manger, il faut boire et il faut garder une température corporelle constante. Ça, c'est les principaux paramètres qu'il faut respecter pour être dans la survie. Quand on vit une émotion, l'amygdale peut être stimulée, une peur, et elle va parasiter le cortex. Elle va inonder le cortex. Donc, si l'amygdale est vraiment stimulée par la peur, le cortex préfrontal, qui est la zone du raisonnement, de l'intellect, qui va permettre de calmer une émotion ou de gérer les émotions, si l'amygdale est trop stimulée, elle va pouvoir parasiter ce cortex, et les gens vont être figés. Ils ne vont pas pouvoir réagir. Alors, l'hippocampe, c'est une autre structure qui va, elle, être en relation avec le souvenir. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir, à travers un souvenir, allez, je prends l'exemple d'une dame qui marche dans la rue, il est 23 heures, il fait sombre, elle marche et elle entend derrière elle quelqu'un qui marche très vite, qui fait tac, 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 qui se rapproche d'elle, qui lui donne un coup sur la tête et qui lui vole son sac, et puis qui court, qui s'enfuit. Donc, elle va avoir le trauma, le choc, la peur qui s'est installée et le souvenir des bruits, de tout le contexte environnemental, la luminosité faible, et cetera. Un an après, elle se balade dans une rue, il est 23 heures, il fait sombre, et elle entend quelqu'un qui marche derrière elle, qui fait tac, 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 avec un pas rapide. Eh bien, automatiquement, son amygdale se met en ébullition et elle a très peur. Elle se dit, ça y est, l'hippocampe a retrouvé dans ses souvenirs les bruits. Il les a directement analysés. Il dit, attention, là, le souvenir me dit que des bruits rapides dans une rue sombre à 23 heures, ça y est, tu vas te faire agresser. Donc l'amygdale se met
en ébullition, alors soit elle peut fuir, soit elle peut combattre. Ça, c'est le but de l'amygdale. Ça va générer production d'adrénaline et de tous les paramètres physiologiques, pour pouvoir combattre. Mais si elle ne sait ni fuir ni combattre, elle va pouvoir se figer aussi, hein, elle va être sidérée. Donc, c'est ce qui peut arriver. Maintenant, l'individu qui marche vite derrière elle, il peut finalement la dépasser et en fait, c'est parce qu'il courait pour, rattraper son taxi qui allait partir. Et à ce moment-là, elle dit: «Ouf, j'en ai eu pour une belle frayeur», mais son système émotionnel s'est mis en ébullition et pendant ce temps-là, elle s'est figée, elle a contracté ses muscles, le foie a envoyé du sucre dans les muscles pour donner l'énergie pour fuir ou combattre, éventuellement. L'adrénaline, aussi, est montée en puissance, donc les surrénales ont produit de l'adrénaline et ces réactions, elles se font dans le corps. Maintenant, si la peur se fait à un moment de la vie, où la personne ne pourra pas justement prendre conscience et évacuer, le choc émotionnel, qu'elle ne pourra pas l'exprimer, il va s'imprimer et l'amygdale va aussi, à ce moment-là, être activée et l'hippocampe aussi va être en action parce qu'il va retenir le contexte du choc émotionnel qui n'a pas été exprimé et alors là, ça va s'imprimer dans le corps. Et c'est là qu'on va avoir justement, des nœuds dans les tissus, dans les fascias qui vont garder en mémoire justement l'événement et le contexte qui va avec. Et c'est comme ça que l'individu va reprogrammer ça dans sa vie de façon répétitive. Ce sont des schémas répétitifs où le subconscient va reprogrammer plus ou moins les mêmes événements. On dit toujours que la vie vous sert des plats de plus en plus épicés et quand, il devient immangeable, alors on finit par se prendre conscience et par se rendre compte de ce qu'on doit finalement, résoudre en soi. Le problème, c'est pas avec les autres, le problème, c'est avec soi-même et ça, je suis vraiment, à cheval sur ce principe. C'est que le patient qui vient et qui dit: «C'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute de mon frère, c'est de la faute de ma sœur». Tout à l'heure, j'avais encore une patiente qui me disait, voilà, ma sœur a eu des ennuis dans son couple et mes parents, maintenant, depuis 2 ans, n'arrêtent pas de la choyer, de la gâter et moi, j'ai l'impression d'être transparente. Donc on pourrait se dire: «Elle est jalouse de sa sœur parce que les parents s'occupent plus de sa sœur». En fait, on est reparti dans tout ce que son corps pouvait donner comme message et ce qu'elle a retrouvé, c'est qu'elle avait peur de manquer et qu'elle avait peur de ne pas être reconnue. Donc ça, c'est des choses qu'elle a vécues petite et avec le temps, ça s'est installé, c'est resté là et maintenant que sa sœur prend beaucoup de place parce que comme elle a eu des problèmes, les parents s'en occupent plus, elle se retrouve dans la même situation que quand elle était petite et que sa petite sœur, parce que c'est sa petite sœur évidemment, qui est née 2 ans après elle, donc 2 ans après elle, les parents s'en sont occupés un peu plus, donc elle a eu moins d'attention et là déjà, elle a impacté le fait de ne plus se sentir reconnue ou de perdre sa place et 40 ans plus tard, elle revit le même événement, mais avec un autre contexte évidemment, mais les paramètres sont les mêmes et l'hippocampe a retenu ça. Donc ça la remet en ébullition et son amygdale la met sous tension et elle n'est pas bien et elle a mal partout et finalement, en fait, elle n'est pas jalouse, elle est juste dans la peur de ne pas être reconnue et ça la met vraiment mal avec elle-même. Donc la réaction, c'est que ça va limiter la production de dopamine, ça va limiter la production de sérotonine. Donc tout ça, ce sont des réactions chimiques dans le corps. Donc il y aura moins de bien-être, il y aura moins de plaisir, il y aura moins d'entrain. Elle va finalement produire plus de cortisol. Donc au fur et à mesure, elle va finalement être mal dans sa peau et quand elle se présente avec tout ce cortège de réactions neurologiques et chimiques et hormonales aussi et finalement, bon, ben, en retravaillant justement sur la cause de la cause, on va rechercher la vraie racine qui vient du passé, qui est revenue dans le présent et quand on sait qu'une émotion du présent, quand elle va rechercher une émotion dans le passé, elle revient avec un effet, démultiplié, avec des réactions, surdimensionnées et disproportionnées surtout et c'est là qu'on peut se rendre compte que quand c'est vraiment pas proportionnel, on peut se dire: «Il y a quelque chose qui ne va pas». Donc ce quelque chose qui ne va pas, il vient souvent du passé et les réactions dans le corps vont justement, amener le patient
à justement dysfonctionner. Parce que s'il ne dysfonctionnait pas, ben, il ne se présenterait pas au cabinet non plus avec ses problèmes. Et c'est quelque part un bienfait que le corps dysfonctionne puisqu'il nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut régler. Et comme je lui ai dit, c'est pas à régler avec votre père, c'est pas à régler avec votre maman, c'est pas à régler avec votre sœur, c'est à régler avec vous. C'est entre vous et vous, avec vous-même, que vous devez comprendre que cette peur de ne pas être reconnue et cette peur d'être transparente, elle vous appartient. Elle s'est impactée en vous. Et quand vous vous en libérerez, ben, vous n'aurez plus ce sentiment de ne pas exister ou d'être transparente. Et vous allez aborder cet événement avec un autre angle de vue. Ça va? Vous m'entendez plus? Je ne vous entends plus, Vous entendez? Eleonore. Voilà, Ah, là, je moi vous je vous entends. entends. Moi je OK. vous entends. Ok. Ouais. Alors, on a le de Jean-Marc qui a été stressé pendant la grossesse, des soins, que ce soit les sages-femmes ou les obstétriciens. Parce qu'en fait, ces soignants ont détecté un petit poids chez l'enfant. Et donc, Jean-Marc se demande si ce stress peut induire des réactions dans la vie pour le petit garçon, pour son petit-fils. Le Alors, il est stress né, le vécu par petit-fils? sa mère pendant la... Ah, le stress. Attendez, parce Oui, que le petit il y a eu garçon. des coupures, hein. Alors, il n'a pas précisé. Oh là là, j'ai un très Oui, mauvais son. Il faut tout recommencer. Allô? J'ai pas de son. oui, est-ce que vous m'entendez? Là, je vous entends. Donc, j'ai Jean-Marc, Oui. mais En c'est fait, lui ou c'est son il a enfant? une fille qui a été. Non, en fait, il a une fille qui, Oui. pendant sa grossesse, par les soignants, qui soit sage-femme ou obstétricien, parce que ces soignants détectaient un petit poids chez l'enfant, et donc il se demande si jamais ce stress généré sur sa fille va avoir un impact sur la vie de son petit-fils. Est-ce qu'il pourra subir des réactions négatives? J'ai envie de dire oui. Oui, c'est malheureux, mais j'ai envie de dire oui, puisqu'à partir du moment où la maman pense que son enfant a un petit poids, elle va se dire qu'il ne va pas être en bonne santé, qu'il va avoir il va rencontrer des difficultés, qu'il va peut-être, j'ai envie de dire à l'extrême, sans dramatiser, mais qu'il va peut-être ne pas être viable, que cet enfant ne prend pas du poids parce que c'est de sa faute, hein, pas de l'enfant, mais de la maman. Donc, elle peut se culpabiliser d'avoir un enfant qui ne prend pas du poids. Donc, sa culpabilité, si l'enfant la capte et l'intègre, parce que là aussi, il faut être objectif et il faut pas dire tout et n'importe quoi, hein. Vous pouvez avoir une maman, une femme enceinte qui fait un accident de voiture et qui, en sortant de l'accident, finalement ne se tracasse pas et l'enfant ne sera pas impacté. Et vous avez parfois des mamans qui ratent une marche dans un escalier et qui se disent: «Oh, si j'étais tombée, je serais tombée sur mon ventre et j'aurais pu tuer mon bébé», et l'enfant, il va naître avec il y a ce qu'on appelle parfois le syndrome de Kiss ou alors, vraiment des nuits horribles où il ne veut pas s'endormir, il est en hypervigilance, il est dans la sensation de mort imminente, il est vraiment dans l'instinct de survie et dans l'hypervigilance et toujours avec la peur du danger. Donc parfois, un événement banal peut provoquer des réactions énormes et parfois un événement énorme peut provoquer des réactions banales ou pas du tout. Donc le tout est de voir comment la maman a vécu justement l'annonce qu'on lui a faite et comment elle a émotionnellement accepté ou pas finalement cette annonce qui n'est pas rassurante évidemment. Donc si elle s'est culpabilisée en se disant je ne suis pas une bonne maman, je ne suis pas une bonne mère, je n'arrive pas à ce que mon enfant prenne du poids, si l'enfant s'est impacté de sa culpabilité, bon, la culpabilité, ça provoque l'auto-sabotage, l'auto-destruction et sabotage, l'autodestruction et l'autopunition. Donc, ça peut être un enfant qui va, en grandissant, avoir ce genre de comportement. Donc c'est à surveiller. Mais on peut aussi déjà, sur l'enfant, libérer, son corps et tout ce contexte psycho-émotionnel qui a pu s'installer dans son corps et dans ses tissus, de façon inconsciente, on peut le libérer par une technique justement d'approche somato-émotionnelle. Donc encore une fois,
Ne culpabilisons pas ni les parents, ni le corps médical parce que bon, ils sont obligés aussi d'annoncer à la maman que l'enfant a un petit poids. Le tout est de voir comment c'est annoncé et comment c'est reçu et accueilli. Mais comme je le dis encore très souvent aux parents, on peut faire une erreur. L'erreur, c'est pas de faire l'erreur, c'est de ne pas la réparer. Alors on peut aider le bébé à se libérer d'un impact, émotionnel qui a pu naître ou qui a pu se générer, durant la vie intra-utérine, parce qu'il y en a, hein, des sources d'émotions multiples et péjoratives, il y en a nombre et de toute façon inattendue, on ne peut pas tout gérer et tout prévoir. Mais l'avantage, c'est qu'on peut traiter l'enfant et qu'on peut même traiter la maman, donc c'est pas un problème. Ça va, ça répond à la question? Il y a Martine. Oui, moi je pense que ça répond. On a un témoignage de Martine qui explique que son petit-fils est né avec forceps, puisque la maman ne poussait pas, puisqu'elle était paniquée. Et donc elle nous dit qu'aujourd'hui, son petit-fils est multidyslexique avec trouble de l'attention, TDAH. Et elle Mmh. demande comment il est possible de résoudre ça, d'un point de vue de pratique Bah, ostéopathique. c'est ce qu'on a dit, Qu'est-ce hein, que vous proposez en fait? tout à l'heure, je disais que la naissance, qui est compliquée, ça peut être parce que le col ne se dilate pas, parce que le bébé a une tête trop volumineuse ou qu'il est mal mis. À partir du moment où le gynécologue utilise les forceps ou les ventouses, il faut se dire qu'ils font ça au dernier recours. Ils ne font pas de gaieté de cœur, c'est pas amusant, c'est même dangereux parfois. Donc, quand ils le prennent, quand ils utilisent des forceps, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il vaut mieux un bébé traumatisé avec les forceps qu'un bébé qui a un problème d'anoxie, hein, manque d'oxygénation et qui, finalement est un infirme moteur cérébral à la naissance, hein. Mais à partir du moment où on utilise les forceps, ça veut dire que la naissance n'a pas été facile, que la sortie a été compliquée. Donc c'est la peur de ne pas s'en sortir et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui va impacter DA et c'est ce qui va impacter les ganglions stellaires et c'est ce qui va impacter tous les troubles, ce qui va provoquer des troubles de l'attention. Tout à fait. Donc par la correction de DA en mécanique, en ostéopathie, on va dire, structurelle, mais surtout en libérant le corps des tensions qui se sont imprimées dans le corps au moment où le bébé n'a pas pu sortir correctement, ça reste en mémoire. Donc si on libère ces mémoires-là, eh bien, on retrouve, moi j'ai eu un enfant un jour, enfin un enfant, un ado, 15 ans, son papa est consultant dans le monde entier, donc le papa est italien, la maman est belge, donc il parle français, italien, il parle néerlandais parce qu'il habite dans la partie, néerlandophone de la Belgique et il parle, français, anglais, couramment. Donc ces 4 langues, il les parle couramment. Il est hors cours, il a 9 sur 10, 8 sur 10 en moyenne dans tous les cours. Je ne parle pas en cours de langue, là il a les 9 ou les 10 sur 10. Mais il n'est pas doué en maths et il veut faire les maths. Et il a une moyenne de 9 sur 20 en maths. Et il veut s'inscrire l'année suivante en maths fortes parce qu'il veut devenir ingénieur comme son papa, et cetera. Et le professeur dit à la maman: «Écoutez madame, on est en janvier, votre fils l'année prochaine ne pourra pas s'inscrire dans l'option maths fortes parce qu'il n'a pas le niveau». Et l'enfant est catastrophé. Et quand il vient avec sa maman, on regarde évidemment, moi je tombe sur DA, comme par hasard, et sur CA aussi qui est la vertèbre du danger. Et je dis: «Bah, est-ce qu'il y a eu un accouchement compliqué?» Et elle me dit: «Bah oui, il est né avec les forceps». On a travaillé sur cette zone, on a travaillé sur tout l'impact psycho-émotionnel lié à la sortie et au passage compliqué et je peux vous dire, que cet enfant, à la fin de l'année scolaire de cette année-là, il avait 18 sur 20 et le professeur est allé trouver la maman en disant: «Madame, il y a 20 ans que je n'ai plus un élève aussi doué». Et elle dit: «Pourtant, en janvier, vous me disiez qu'il était pas doué». En fait, il était doué. C'est pas qu'il n'était pas doué, il était bloqué. Et il y a beaucoup d'enfants bloqués qui sont dans la même situation et qu'on qualifie de dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques. Mais ils le sont. C'est pas qu'il y a une fraude. Quand ils se présentent face à l'élève, face au professeur, le professeur voit bien qu'il met ses E à l'envers et ses 6 à l'envers ou les B dans l'autre sens. Donc, il y a une dyslexie, mais la dyslexie, elle est causée par il y a une source vasculaire là qui existe.
on peut la traiter. Alors, j'ai pas dit qu'on va pouvoir traiter tous les dyslexiques du monde, mais moi, je peux vous dire que nombre de dyslexiques que j'ai vus, qui sont venus, ont pu avoir des résultats très satisfaisants, si pas parfois exceptionnels. Et ça vaut la peine. Je disais tout à l'heure que j'ai des jeunes qui viennent parce qu'ils ont ce problème de TDAH, mais j'ai même, je vous dis, moi j'en connais, enfin j'en ai encore maintenant qui sont en médecine et qui viennent me voir d'office au mois d'octobre, fin octobre pour le mois de novembre parce qu'ils vont entrer en bloc pour les examens de Noël et qui viennent me retrouver au mois de mars, avril pour les examens de juin, d'office chaque année. Et ils viennent faire leur préparation, ils viennent faire un nettoyage, un débrief de leur corps pour pouvoir être dans un état vraiment de concentration maximum pour leurs examens. Et c'est rassurant et je pense que là aussi, on n'a pas assez de contacts, hein. J'ai pu donner des conférences avec des centres psychomédico-sociaux là, au niveau de l'enseignement. Bon, ben, moi, c'est souvent les gens des PMS, les centres psychomédico-sociaux des écoles, qui envoient les élèves. Quand les élèves ne s'en sortent pas, que les professeurs ne s'en sortent plus parce qu'ils ne savent plus comment. Vous savez, ce sont des élèves et c'est ça qui est déroutant. Ils vont faire une dictée avec leur maman le soir, vont faire une faute. Le lendemain, à l'école, la même dictée, ils vont faire 12 fautes. Mais des choses vraiment abracadabrant, quoi. Et c'est là que même les profs vous disent: «Ben, attendez, un jour il a tout compris, le lendemain il comprend plus rien. Mais votre fils, on ne sait plus comment on doit le prendre. On ne sait plus par quel bout le prendre». Et en fait, il n'y a pas de bout à prendre, c'est simplement qu'il faut comprendre qu'il y a une dysfonction qui s'est installée et que si on règle ça, ben, il peut retrouver, sa vitesse de croisière. Et c'est, à mon avis, très rassurant pour les parents et pour les professeurs parce que dites-vous bien que celui qui souffre encore le plus, c'est aussi le professeur, hein, parce que leur but quand même, leur métier et leur passion, c'est quand même d'enseigner et d'apprendre. Et les apprentissages, là, ils sont tout à fait, perturbés par ce système neurologique chez l'enfant qui est en dents de scie. Et ils sont tout à fait, ouais, ça les interloque, ils sont interloqués, quoi. Ils sont impuissants surtout. Voilà. Alors, j'ai une question, Liliane. Vous m'entendez? Avec des hachures, mais ça va, je comprends. Oui. Alors, Liliane demande, un enfant qui perd son jumeau pendant la grossesse en subit-il des conséquences? Mais oui, mais oui. C'est sûr, c'est certain. Donc le professeur Habert, le docteur Habert qui consulte à Paris d'ailleurs, qui a écrit, quelques bouquins sur, le jumeau perdu, hein, ou la naissance, donc les gémellités non abouties. Donc quand on perd son jumeau et ça, il y a des signes qui montrent aussi, c'est les adultes qui vont toujours acheter tout en double, qui vont toujours, protéger quelqu'un, qui ont besoin de protéger quelqu'un, qui ont toujours l'impression qu'ils doivent, protéger, de mettre quelqu'un sous leur aile, comme s'ils s'en voulaient, et ça c'est aussi le professeur Habert qui le dit, comme s'ils s'en voulaient de ne pas avoir protégé le jumeau qui a disparu. Ou comme s'ils se sentaient coupables d'avoir tout pris, toute l'énergie, toute la nourriture, on va dire, de ne pas avoir laissé la chance à l'autre de se développer. Il y a même, dans la littérature, et je l'ai déjà entendu de certains médecins, ils disent que le jumeau survivant, on l'appelle aussi parfois le cannibale. Donc c'est horrible. Je voudrais pas être le jumeau survivant de m'entendre, qualifier, avec ce terme-là, mais ça existe. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la culpabilité du jumeau survivant, qui s'en veut même d'être vivant. Parce qu'il le sait, souvent on lui a même dit, il sait qu'il y avait un jumeau et par toutes les techniques maintenant en hypnose, certains patients découvrent aussi qu'il y avait une gémellité non aboutie et qu'ils sont le survivant ou la survivante. Donc ça peut créer justement des sentiments de culpabilité. Mais, puisqu'on parlait de la vie intra-utérine, dites-vous bien que quand le jumeau est là et qu'il disparaît, il y a aussi, quelque part un ressenti qui doit exister chez le jumeau survivant, de ne pas avoir pu sauver celui qui s'en va. Et ça, on le retrouve, dans le comportement du survivant qui est soit coupable, hein, avec l'autosabotage, l'autopunition, ou alors qui a le syndrome du sauveur.
parce qu'il dit, comme j'ai pas pu sauver mon jumeau, je vais sauver tout le monde. Je dois me racheter par rapport à l'univers, par rapport à moi-même, tout simplement. Alors, il faut se dire aussi qu'un jumeau perdu, ça arrive parfois au deuxième mois de grossesse et la maman, la parturiente, a une hémorragie. Donc, elle perd du sang, beaucoup de sang. Donc, elle se dit, ah ben, j'ai perdu mon bébé. Et comme elle pense qu'elle a perdu son bébé, elle en a perdu un, mais pas le deuxième. Mais elle ne sait pas qu'elle en a deux, parce qu'on n'est pas toujours au courant dans les premiers mois de la gémellité. Donc, comme elle pense qu'elle a perdu son bébé, le survivant, il se retrouve dans le vide, tout seul, puisque la maman pense qu'il est perdu, ne sachant pas qu'il y en avait deux, elle ne s'intéresse plus au survivant. Le temps qu'elle fasse une échographie, etc., ou qu'elle se rende compte qu'il en reste un et que la gynécologue vous dit non, non, madame, vous n'avez pas perdu votre bébé, il est toujours là. En fait, celui qui est toujours là, il n'a jamais été en danger, c'est l'autre qui est parti. Et ce moment, cette latence, ce moment de vide entre l'hémorragie et l'échographie chez la gynéco, eh bien, c'est un moment où le jumeau survivant peut se sentir seul et abandonné. Et ça peut être quelque part aussi impacté chez le jumeau survivant, avec la peur d'être abandonné, la peur de l'abandon, tout simplement. Et c'est le syndrome d'abandon, dont je parle dans le livre justement sur le syndrome d'abandon avec les angoisses de séparation et le sentiment d'abandon. Et ça, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Moi, au départ, quand j'avais des patients qui me parlaient de gémellité dans la boutique ou d'un jumeau perdu, etc., moi, je me disais, bon, ça peut arriver. Le docteur Haber, j'ai lu ses bouquins, c'est formidable. En plus, on a vraiment des signes qui permettent de détecter un peu ça. Mais avec le temps et les années, ben, je peux vous dire que c'est pas si rare que ça. Loin de là. Donc, le jumeau perdu, c'est vrai que ça impacte, mais ça se travaille aussi. Et ça peut, on doit libérer le jumeau survivant. C'est lui qui souffre le plus. C'est comme dans la vie sur Terre, hein, quand les gens s'en vont. Les gens qui sont morts, on ne sait pas vraiment où ils vont, puisqu'on a encore ce grand mystère face à nous. Mais c'est toujours plus dur pour les survivants. Et pour le jumeau survivant, c'est le même programme. Merci beaucoup. Dans le cadre de votre pratique, vous avez élaboré une carte émotionnelle du corps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? À partir de quel principe vous l'avez fondé? Alors, les principes, ils sont pas compliqués. En fait, on a une médecine contemporaine, ici, une médecine européenne, une médecine de l'Occident, qui a 250, 300 ans, 3 siècles d'âge, hein, d'ancienneté, et avec une technicité formidable. Hein. Bon, quand on voit maintenant qu'on peut opérer finalement avec des robots et même à distance, et quand on voit les progrès de la chirurgie, franchement, on peut vraiment être fier de notre médecine occidentale. Mais on a une médecine qui est très ancienne, qui est la médecine chinoise, qui, elle, s'est toujours intéressée justement au rapport entre le corps et les émotions, entre les organes et les émotions. Donc le foie, c'est la colère. La rate, c'est quand on n'arrive pas à terminer un dossier. Les reins, c'est la peur du danger, c'est la peur de la peur. Les poumons, c'est l'étouffement, c'est la tristesse. Le cœur, c'est la joie, etc. Les intestins, c'est l'humiliation, c'est la trahison. Donc on a, à travers les organes, des relations avec les émotions. Maintenant, en neurologie, en neurophysiologie, on a une relation entre les organes et les vertèbres. D9, c'est la vertèbre qui s'occupe de gérer l'activité du foie à travers le nerf petit splanchnique, qui est un nerf orthosympathique. Mais on a aussi le nerf vague qui va gérer l'activité du foie en parasympathique. Et on a aussi le nerf phrénique qui vient de la quatrième cervicale, qui va gérer la capsule de Glisson, qui est l'enveloppe du foie. Donc, ça permet de comprendre que quand un foie est volumineux, il peut irriter la capsule de Glisson, qui va remonter jusqu'à la quatrième cervicale, et ça peut donner une douleur sur l'épaule droite. Moi, le nombre de fois où j'ai eu des patients qui venaient avec des épaules droites douloureuses, avec récidive et avec des douleurs depuis des années, traités par ostéo, kiné, chirurgien,
mésothérapie, infiltration et tout ce qu'on a pu mettre autour comme traitement, mais qui ne cède pas, la douleur est toujours là. En drainant le foie, il m'est arrivé de régler une douleur que le patient avait depuis des années. Parce qu'on ne fait pas assez le lien entre la capsule de Glisson, le nerf phrénique et l'épaule. Voilà. Donc, qui va imaginer qu'un froid engorgé peut provoquer une tendinite de l'épaule? Eh bien, c'est tout ça. Alors, les Chinois, eux, ils font le lien non seulement avec les nerfs, mais surtout avec les émotions. Il y a le lien entre le nerf et les nerfs et les vertèbres, les organes et les vertèbres. Donc, D6, la vertèbre 6e et 7e dorsale, est en relation avec l'estomac. La 2e dorsale, c'est en relation avec les poumons. La 3e et la 4e dorsale, c'est en relation avec le cœur. Donc, le cœur, c'est la joie. La 3e et la 4e dorsale, c'est les vertèbres qui vont avec le cœur. Donc, par transitivité, les dorsales, le cœur, c'est la joie. La 9e dorsale, c'est le petit splanchnique qui va innerver le foie, donc le commander au niveau orthosympathique. Donc, le foie, c'est la colère, c'est l'abandon, c'est la peur d'être piégé. Eh bien, D9, c'est l'abandon, c'est la peur d'être piégé. Vous voyez? D10, c'est la vessie. La vessie, c'est la peur de perdre sa place, c'est la peur de perdre son territoire. C'est la relation, c'est l'émotion que va ressentir un enfant qui perd sa place quand son petit frère ou sa petite sœur vient au monde. Donc, il est là, il est le premier, il a 100% d'attention de ses parents. Et quand naît le petit frère ou la petite sœur, il a moins d'attention des parents. Donc, c'est mathématique. Donc, de 100%, il passe à 60 ou 50%. Eh bien, pour lui, il y a une perte et il perd sa place, il perd son territoire, il perd l'attention de ses parents. Donc, il a peur de ne pas être aimé. Donc, D10, c'est la vessie. D10, c'est la perte de son territoire. Et quand l'enfant perd l'attention de ses parents, alors qu'il a 4 ans, par exemple, et qu'il est propre, qu'il est continent depuis qu'il a 2 ans et demi, eh bien, il peut refaire pipi au lit. Jusque 5, 6, 7, 8 ans. Oui. Le temps qu'on s'y intéresse à lui. Parce que si on s'intéresse à lui à 12 ans, eh ben, c'est à 12 ans qu'il va peut-être régler son problème. Ou alors vers 7-8 ans, il va finir peut-être par le régler. Donc, la vessie, c'est des 10. Et des 10, c'est la peur de perdre sa place. Donc, voilà comment on fait les connexions entre le corps, les émotions et le système nerveux. Et c'est comme ça que j'ai établi la cartographie de vertèbre en vertèbre avec les émotions qui correspondent aux organes. Et par exemple, Daniel demande, quelqu'un qui a une scoliose, est-ce qu'il y a une explication somato-émotionnelle? Alors, la scoliose, il y a deux sortes de scoliose. Il y a la scoliose qui vient du crâne, avec un bébé qui a eu, par exemple, des problèmes de déformation du crâne, suite à parfois des accouchements, ou même la position du bébé dans le ventre de la maman, avec position contre l'os, contre l'os iliaque, etc. Donc, on a toutes ces dysfonctions, ces déformations au niveau des os crâniens, et ça donnera la scoliose chez le petit enfant, vers 5-6 ans. Ou alors, il y a l'autre scoliose, qui est la scoliose à l'adolescence, souvent créée avec un déséquilibre du sacrum ou de la colonne vertébrale, et parfois, justement, à l'adolescence, avec un foie qui est beaucoup plus lourd, qui va tirer par ses attaches viscérales sur la colonne, qui va tirer sur la colonne dorsale et qui va créer une déformation. Donc, ces deux scolioses ont des origines mécaniques ou viscérales. Alors, la scoliose qui vient du bassin, ça peut être une torsion du sacrum. Et la torsion du sacrum, si elle est en droite-droite ou en gauche-gauche, c'est-à-dire en adaptatif, si c'est une droite-gauche ou une gauche-droite, c'est du traumatique, donc ça, on ne va pas en tenir compte. Mais si c'est une gauche-droite, une gauche-gauche ou une droite-droite, on va être dans le contexte d'une personne qui est sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Donc ça peut être des enfants qui sont sous l'emprise des parents, de parents trop autoritaires. Alors il y a une littérature qui dit que quand la scoliose est par exemple convexe à gauche, ça veut dire que l'enfant s'incline vers la droite, donc il veut éviter tout ce qui vient de la gauche. Là, on est sur la symbolique du corps humain, tout ce qui est de la gauche, ben c'est la mère, c'est maternelle, c'est l'enfant qui veut éviter la mère. L'inverse, c'est l'enfant qui veut éviter le père, qui veut éviter l'autorité, et ça repart bien, ça se regroupe bien, ça se recoupe bien, pardon, avec le sacrum, puisqu'alors c'est l'enfant qui est sous l'emprise de l'autorité de ses parents.
Voilà. Donc, on peut imaginer aussi une cause émotionnelle à la scoliose. Mais bon, c'est vrai qu'en médecine classique, quand l'inclinaison, le degré, de la scoliose est trop élevé, la, solution, c'est soit le corset ou alors même la chirurgie. Mais là, il faut aussi, aller dans le sens de la survie de l'enfant parce que si le degré de la scoliose est trop élevé, il y a aussi des risques, cardiopulmonaires et cardiovasculaires, hein. Donc là, on ne peut pas tout régler par l'émotionnel. Et là, je pense aussi que, je dois le dire, il ne faut pas non plus, être zozotérique, hein. Je pense qu'il faut aller dans le sens de l'émotion, mais quand la mécanique l'emporte, et que justement les dégâts sont trop importants, bon, quand on est dans les 45° scoliose, là par contre, c'est le chirurgien orthopédique, qui va quand même prendre la main et parfois la pose de corset jour et nuit. Voilà, donc là, il faut aussi dans ce cas-là, aider l'enfant et l'adolescent, parce que c'est à l'adolescence évidemment, à supporter, ce corset si c'est ça qui est vraiment indiqué. Et moi j'ai des patients aussi, mais je pense à 2 patientes de 16 ans, une chez qui j'ai découvert la scoliose. Elle était énorme, donc parfois, important aussi de bien respecter les visites médicales, scolaires, où il y a une, détection, hein, vraiment la médecine préventive. Mais cette jeune fille, bah, je l'ai vraiment incitée et je l'ai aidée à accepter son corset. Et ça aussi, c'est important au niveau émotionnel parce que pour une adolescente de 14-15 ans qui doit mettre un corset jour et nuit, porter son corset, aller à l'école avec, elle devient une autre personne. Elle n'a plus la même image d'elle-même et ça aussi, c'est important d'insister sur le rôle qu'on peut jouer émotionnellement sur, vraiment l'image que peut avoir l'adolescente qui est obligée de porter un corset, parce que c'est quand même une condition sine qua non pour sa guérison. Enfin, en tout cas, pour ne pas que la scoliose s'aggrave et dans la période de croissance, hein, dans sa croissance, elle va pouvoir justement réduire les risques, par ce sacrifice, on va dire, hein, parce que c'est pas amusant pour eux finalement. Ça va? C'est parfait. J'ai une autre question de Mireille qui demande si votre méthode peut aider à résoudre des problèmes d'endormissement, des problèmes de sommeil, de Eh détecter oui, peut-être des causes. Oui. mais oui, puisqu'on parlait du réflexe de peur paralysante, qui est en relation avec la première cervicale, qui est le niveau de la sensation de danger, de sensation de danger de mort imminente. Ça veut pas dire qu'on va mourir, ça veut dire qu'on est sur le qui-vive, qu'on est sur ses gardes, qu'on est aux aguets. Vous imaginez un garde, hein, devant une caserne à l'armée, à qui on dit: «Tu vas monter la garde, mais l'ennemi peut attaquer, d'une minute à l'autre». Eh bien, ce garde, quand il va parfois s'assoupir, eh ben, il va réagir, il va sursauter, il va dire: «Non, non, je ne peux pas dormir parce qu'il y a du danger, donc je ne peux pas m'endormir». Voire, à la rigueur, il va boire du café bien fort pour rester éveillé. Eh bien, l'individu qui est dans ce sentiment de mort imminente et de danger, et de peur du danger, d'hypervigilance, il va être dans le même état. Donc il va vouloir s'endormir, mais le corps va lutter et le corps va l'empêcher de s'endormir comme s'il devait se surveiller et rester éveillé parce qu'il ressent du danger. C'est comme je dis souvent, le patient est le système d'alarme. Il est le système d'alarme de la maison et je conseille même parfois à certains patients d'installer un système d'alarme dans leur maison parce que ça permet justement de se sécuriser et de se d'être, de se calmer, de se rassurer. Alors ce système d'alarme, il va pas agir sur leur première cervicale, mais quelque part, inconsciemment, il va quand même leur permettre de capter qu'il y a quand même un élément dans la maison qui veille et qui surveille et ce n'est pas eux. Mais ça va pas vraiment, tout libérer. Je pense que la source, donc on est sur l'amygdale, hein, qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu informée. Avec chaque fois que l'individu, que ce soit un enfant ou un bébé ou un adulte, peut ou doit s'endormir, eh bien il y a cette résistance comme s'il ne pouvait pas lâcher prise.
Et là, c'est le niveau sous-occipital souvent qui est en relation avec ces difficultés d'endormissement. Donc c'est la sensation de danger, c'est le réflexe de peur paralysante qui s'inscrit déjà à la 6e semaine in utero et c'est vraiment, toute une zone qui est en relation aussi avec le nerf vague, puisque le nerf vague émerge au niveau du trou occipital postérieur, donc c'est ici derrière, juste derrière l'oreille. Il passe dans la gorge et il descend et il rentre dans le thorax. Donc cette zone-là, c'est une zone de passage du nerf vague qui est le nerf qui appelle le nerf vague ventral, c'est le nerf parasympathique qui va apaiser, qui va détendre. Alors, si on veut détendre son nerf vague, on va respirer. Donc, moi, je conseille souvent aussi aux patients, en plus du traitement, ça, c'est un petit exercice qu'ils peuvent faire chez eux, c'est se coucher sur le dos dans leur lit, les jambes fléchies, donc ils sont prêts à s'endormir, et ils respirent dans leur ventre, mais très bas. En inspirant, ils gonflent le ventre pendant 5 secondes. Et en expirant, ils dégonflent pendant 5 secondes. Ils font ça, 5 secondes inspire, 5 secondes expire, ça fait 10 secondes. Ils font ça 30 fois, ça fait 300 secondes, ça fait 5 minutes. Et ces 5 minutes-là vont servir à détendre le nerf vague, qui est le nerf ici, et qui va justement calmer tout ce qui est cœur, poumon, estomac, foie et intestin. Ça va réguler la respiration, ça va réguler la fréquence cardiaque, ça va réguler la circulation, et ça va aussi permettre vraiment de relaxer tout le corps. Mais encore une fois, si leur état d'hypervigilance prend le dessus, ça ne va pas suffire. Donc c'est un complément, cette respiration, c'est intéressant, mais le mieux, c'est d'aller justement débloquer et déparasiter ce réflexe de peur paralysante et cette sensation de danger. Et qui peut être, c'est pas qu'à la 6e semaine, hein. Si la maman a eu peur de perdre son bébé, le bébé, il se sent en danger de mort. Si la maman a eu peur que son mari la quitte et qu'elle a eu peur, le bébé a pris la peur aussi. Donc il y a des tas d'événements et d'éléments qui peuvent justement concourir à nourrir ce niveau lié à la peur du danger. Et l'endormissement est une des conséquences de cette peur. Donc le manque d'endormissement ou les difficultés d'endormissement découlent justement de ce problème. Est-ce que votre technique de respiration fonctionne aussi pour le stress, par exemple un étudiant avant un examen, ou c'est uniquement pour le sommeil? Non, non, ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne. Vous êtes dans une file, dans une queue, dans une grande surface, il y a 10 personnes devant vous, vous dites non, non, je vais laisser mon caddie avec mes courses. Vous respirez comme ça, finalement, vous avez l'impression que ça avance plus vite. Alors que ça n'avance pas plus vite, hein, mais vous prenez du recul. Et ça joue sur l'impatience aussi. Et ça joue aussi sur le stress, effectivement. Donc, respirer comme ça avant un examen, c'est sûr que ça fait du bien, certain. Mmh. Donc, on est sur le nerf vague, la production de cortisol, qui va, dans ce cas-là, faire du bien aussi, hein, parce que le cortisol fait du bien. Le problème, c'est quand le stress est chronique et que la production de cortisol est chronique, quotidienne, que là, il y a trop de cortisol, et alors là, ça agit sur le système immunitaire de façon péjorative. Mais la réaction du corps par rapport au stress, c'est de produire du cortisol. Et quand on entre dans ces techniques de respiration, on va produire les bonnes hormones pour se détendre. D'accord, très bien. Il y a Sylvie qui demande si vous savez si des ostéopathes sont formés à votre méthode dans la Drôme, en France? Ou Dans plus la généralement, Drôme, pour étendre la question, est-ce que oui, voilà, c'est ça. alors, dans la Si vous Drôme, savez si votre je méthode est sais formée qu'à là-dessus? Valence, c'est dans la Drôme, hein. Oui, tout à fait. Alors, il faut contacter, lui, il n'a pas été formé, mais il y a une jeune dame, je n'ai plus son nom comme ça en tête. Elle doit être sur le site, ou à la rigueur, on peut m'envoyer un mail, hein. On peut m'envoyer un D'accord. mail, Est-ce que donc je peux noter votre adresse mail, comme ça je la partage pour tout le monde? oui, alors c'est, je la note, moi, ici. Ah non, moi je peux l'écrire, vous me la dictez, je la Voilà. note comme ça. Rfiametti, Oui, RFIA2MEDTI, oui, @yahoo.fr. très bien. Je la mets pour tout le monde. Parce que là, il y a plein de gens intéressés comme Annick qui demande, s'il y en a à Toulouse, Marie-Reine qui demande s'il y en a à Nice. Donc Alors, à Toulouse, il y en a un. oui, À Valence, il y en a une. Alors, oui. j'en ai une formée en Suisse, mais le Ah problème, d'accord. c'est qu'ils ne pratiquent pas. Ils ne pratiquent Mmh. pas. J'ai même l'ostéopathe Salvatore qui m'a
invité d'ailleurs à aller donner cours à Fribourg, là, à l'école d'ostéopathie de Fribourg, à l'université de Fribourg. J'ai été 3-4 fois, ou 3 fois, je peux plus dire. Donc, il y a une centaine d'élèves qui ont été formés, mais ils ne pratiquent pas. Et quand j'ai même envoyé vers un des co-formateurs qui m'avait invité et qui participait un peu à la formation, euh, quand je lui ai envoyé un ou deux patients de Suisse, parce que je me dis, ben, pour autant qu'ils aillent en Suisse que de venir jusqu'en Belgique, Mhm. et il m'a dit, Roger, écoute, c'est gentil de ta part, mais j'ai pas tes compétences et je n'ose pas me lancer dans ce traitement-là. Donc, voilà, je ne peux pas accepter ces patients-là. Donc, voilà. Donc, les Suisses viennent jusqu'en Belgique. J'en ai pas mal qui viennent. Hein, ils viennent le week-end, souvent, Mhm. même en semaine. Ils se déplacent. Les patients se déplacent. Mais en Drôme, je sais qu'il y a, en Valence, il y en a une. À Nice, là, il y en a un peu plus parce que là, j'ai donné des formations à Antibes, à Sophia Antipolis, à Atman, l'école Atman. Mhm. Et là, je sais qu'il y en a un peu plus qui pratiquent. Donc, il y en a au moins 5-6 qui pratiquent. D'accord. Et à Paris, Euh, j'imagine qu'il y en a qu'on aussi. m'envoie un mail et j'enverrai les D'accord. Ben, coordonnées, hein. j'ai partagé en tout cas votre adresse mail, donc normalement tout le monde y a Voilà, accès. il n'y a pas de problème. Et pour la ville de Paris, j'imagine en région parisienne, il doit y en avoir certainement. Alors, il y en a une, mais elle est enceinte. Ah bon bah Elle alors est enceinte. Et elle m'a dit, je l'ai vue il y a 3 mois, et elle m'a dit, là, je vais accoucher, je vais m'occuper de mon bébé, je lève un peu le pied, mais elle travaille. Elle consulte quand même. Et elle, voilà, il faut envoyer aussi vers les gens qui pratiquent souvent, hein, parce que si c'est pour aller oui. vers une ostéo qui fait ça une fois tous les 3 mois, Mm. ça va pas être correct, même pour le patient, de l'envoyer là, quoi. Mhm. Donc là, il y a les motivés. Il y en a un qui est en Bretagne aussi. Donc Oui. lui, il est super motivé. Donc là, j'envoie là les yeux fermés. Et à Toulouse aussi, il y en a un. D'ailleurs, il voulait même m'aider dans les formations. Donc voilà. On m'envoie un mail et je répondrai, j'enverrai vers les Ah bah formidable. personnes compétentes et motivées. Parce qu'il faut être motivé pour faire de la somato-émotionnelle, hein. Oui. Ça prend du temps, ça demande de l'investissement Mm. personnel, donc il faut écouter. Mm. C'est plus simple de voir le patient. Bonjour, vous avez mal au dos, ok. On fait 2-3 corrections, on fait tout un travail biomécanique, hein. Je ne dénigre pas l'ostéopathie Bien classique, sûr. loin de là, j'en fais encore, j'en fais toujours. Je fais Oui. de la viscérale, je fais de la crânienne, je fais beaucoup d'ostéopathie pour les bébés. Oui. Loin de là, au contraire. Votre approche est complémentaire, elle ne remplace pas ou Elle, voilà. elle- elle est complémentaire, j'ai envie de dire qu'elle est primordiale. Oui. Mais on a encore des patients qui viennent pour de la structurelle Mhm. et je pense que c'est important. Mais quand l'ostéo décide de faire de la structurelle et qu'il ne veut pas vraiment s'investir dans la somato, je ne peux pas lui envoyer des gens et puis les gens vont aller pour rien. Et puis même lui va dire, écoutez, c'est bon, mais ne venez pas une deuxième fois parce que ça ne sert à rien. Donc voilà, que les gens m'envoient un mail et j'enverrai vers les personnes compétentes, sans problème. Entendu. Merci beaucoup. Alors pour terminer cette conférence, j'aimerais rappeler les titres de vos livres et l'équipe technique va les projeter comme ça tout le monde pourra voir les couvertures. J'ai déjà noté les titres. Vous me direz si je me trompe. Le langage émotionnel du corps en 2 volumes. Ça, il est toujours édité. Euh, C'est ça, ça c'est les nouveaux. En fait, ce sont les livres qu'on vient de rééditer mhm, qui vont sortir en format poche. Donc ça, c'est le numéro 2 qui ressort en format poche. Et alors, il y a le numéro 1 aussi. Il sort en format, voilà, ça c'est le 1. Il sort en format poche. Donc la différence par rapport aux livres qui ont été publiés il y a 20 ans, c'est que, c'est que dans le premier, la partie qui était réservée à l'ostéopathie classique, viscérale, structurelle et crânienne, a été remplacé par tout ce qu'on a découvert en neurosciences et qui vient valider tout ce que je disais il y a 20 ans. Donc ça, c'est vraiment du pain béni, c'est génial. Donc on va parler du nerf vague, de la théorie polyvagale, des fascias évidemment avec tout leur rôle, leur application dans le corps, etc. Du microbiote, de toute la relation entre les fascias et le microbiote, la relation entre le microbiote et le nerf vague, et tout ce que le nerf vague peut véhiculer comme information vers le cerveau pour la production de dopamine, de sérotonine. C'est vraiment le support actuel en neurosciences qui permet vraiment de valider tout ce que je disais il y a 20 ans. Donc, franchement, c'est vraiment un plaisir de rééditer ce premier livre, mais avec des modifications super intéressantes.
Et dans le deuxième, donc ça c'est le premier, et dans le deuxième, on avait fait les conflits psycho-émotionnels. Donc il y a l'insomnie, la claustrophobie, l'anorexie, le prudent, l'effacé, allez, le délégué syndical, etc. Donc c'est tous des petits profils que j'avais un peu brossés comme ça. C'est pas de la psychologie clinique, hein, c'est vraiment des petits profils en fonction des émotions qu'on regroupait. Hein, par exemple, le délégué syndical, c'est celui qui n'ose pas dire les choses. Mhm. Et c'est celui qui est sauveur. Et c'est Oui. celui qui a jamais su prendre sa place. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En tant que délégué syndical, il peut parler, il peut dire les choses pour les autres. En même temps, il sauve les autres et en même temps, il prend sa place en tant que délégué syndical. Voilà, donc c'est sa sublimation de ces conflits qui passe à travers une activité qui est le délégué syndical, mais ça peut être aussi d'autres activités. Et voilà, c'est des petits profils comme ça. Et alors, ce qu'on a rajouté dans ce numéro, dans celui-ci, c'est les fleurs de bac. Donc, pour chaque profil, j'ai redéterminé 2, 3 ou 1, 2, 3. Je ne vais pas en donner 10 des fleurs de bac, hein. Moi, j'aime bien être uniciste, mais j'en donne souvent 2 ou 3 dans le livre, hein, ici, par rapport au profil. Et c'est l'approche des fleurs de bac qui, pour moi, est un super complément au travail émotionnel qu'on fait en cabinet. Donc voilà, Mhm. c'est la nouveauté en plus dans celui-ci. Et dans le premier, la super nouveauté, ce qu'on a rajouté, c'est vraiment toutes les bases en neurosciences qui viennent valider la deuxième partie du bouquin, qui sont des cas. Pour chaque émotion, on a des cas vécus et les patients, quand j'ai l'occasion de les revoir ou les lecteurs qui m'envoient des retours, ben, ils disent c'est génial, je me suis reconnu dans telle partie du livre, ça m'a permis de comprendre mon problème, merci beaucoup. Et puis après, bon, soit ils entament une thérapie, même avec leur psy, et ils vont plus loin à la rencontre d'eux-mêmes. Donc, c'est des livres qui permettent de se mettre face à soi-même et de se connaître. Hein, comme Mhm. disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, etc. C'est vrai. Eh ben, merci Voilà. beaucoup. Socrate sera le mot de la fin. C'est une bonne référence philosophique. Et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On s'excuse encore pour les problèmes techniques, mais finalement, on a, je pense, eu la substantifique moelle de l'approche somato-émotionnelle et de son utilité. C'est une approche qui est encore pas assez connue, je pense, en France aujourd'hui, en Belgique, en Suisse, mais qui gagne à l'être. Et grâce à Roger Fiametti, on a eu beaucoup d'éléments sur ce sujet-là. Un grand merci en tout cas, Roger Fiametti, pour votre expertise et toutes vos explications qui étaient très pédagogiques. Parce que, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup appris et je pense que les auditeurs, c'était aussi le cas. Voilà. Avec plaisir. Avec Merci plaisir. Ça encore. m'a fait plaisir aussi, franchement. Ah, super. Un grand merci et Eh très bien, bonne soirée. merci. Une belle soirée à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir.